Parfait. Alors peut-être encore un petit 2 minutes. Cali, c'est toi qui enregistres, hein? Oui, Super. oui, on va attendre un petit 2 minutes avant de commencer, laisser le temps aux personnes de se connecter. J'en vois qui se connectent. Alors, si vous voulez ouvrir votre caméra, vous êtes les bienvenus. C'est correct aussi, là, si vous désirez pas non plus l'ouvrir. Puis, sachez qu'on va pouvoir échanger justement. Donc, vous êtes les bienvenus vraiment d'ouvrir le micro, de prendre la parole durant ce webinaire. C'est vraiment un lieu d'échange pour que vous puissiez aussi nous partager un peu ce que vous vivez à la maison, puis que c'est ça vraiment un lieu où on se sent en confiance d'échanger, puis qu'on peut trouver justement là, tout le monde ensemble des outils pour le bien-être de votre enfant, puis pour justement là, ses apprentissages scolaires. Alors, je pense qu'on peut y aller, Cali. Alors, ben, écoutez, je vais commencer. Donc, d'abord, merci beaucoup d'être là ce soir. Merci d'avoir pris ce temps-là. Donc, dans votre journée. Et aujourd'hui, en fait, on va vraiment aborder une belle thématique. Donc, au niveau des troubles d'apprentissage. Donc, nous, Cali et moi, ça fait 10 ans qu'on est en enseignement au primaire. Donc, on a fait beaucoup de formations, on a acquis de l'expérience aussi. Et on a travaillé beaucoup avec les professionnels, différents professionnels de l'éducation. Et c'est un sujet qu'on parle beaucoup, mais souvent qu'on n'a pas nécessairement d'informations concrètes à ce niveau-là. Donc, la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, troubles déficitaires de l'attention. Donc, c'est quoi exactement? Donc, ce soir, l'objectif, c'est aussi de démystifier un petit peu tout ça, donc de vous donner vraiment des outils concrets, de vous expliquer la différence entre ces différents troubles d'apprentissage. Alors, pour commencer, qui on est, donc autre que des spécialistes, je dirais, en éducation. Donc, on a une grande, grande passion pour l'éducation et l'enseignement. On a aussi Cali et moi, mais je vais commencer moi par me présenter, puis je vais laisser aussi Cali se présenter. Donc, moi, j'ai aussi une formation comme professeur de yoga, donc j'aime beaucoup tout ce qui touche au bien-être de l'enfant, donc tout ce qui est la gestion des émotions, la gestion de l'anxiété. Donc, comment se connecter vraiment à soi, comment apprendre à se comprendre. Donc, je vous dirais aussi, je travaille avec les jeunes, avec la thérapie par le son, donc différents instruments de musique. Donc, voilà, ce sont quelques passions que j'ai aussi. Alors, Kali, je te laisse y aller à ton tour. Merci Sarah. Alors, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir aussi de vous retrouver. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Kaliane. Je suis également cofondatrice de l'éducation. Tout comme Sarah, je suis enseignante au primaire depuis plus de 10 ans. Puis, j'ai également étudié en psychologie. Puis, je me suis diversifiée au niveau de la carrière en enseignement. Donc, j'ai travaillé aussi comme technopédagogue au niveau des technologies en éducation. Je travaille aussi comme orthopédagogue au Cégep actuellement. Puis, ma grande passion, c'est la montagne, donc l'alpinisme. Donc, je pratique l'alpinisme et l'escalade, entre autres en Amérique du Sud, où j'ai vécu pendant environ 10 ans. Puis, j'ai fondé là-bas un projet qui s'appelle DivertiProf, qui facilite l'éducation en nature chez les enfants. Alors, bonjour Sandra. Allô? Salut. Alors, en fait, aujourd'hui, nous, sur quoi on va échanger, ça va vraiment être sur les troubles d'apprentissage. Donc, on va pouvoir naviguer ensemble et voir qu'est-ce qu'un trouble d'apprentissage, les différents types de troubles d'apprentissage et quels sont les outils aussi pour vous soutenir à travers ça. Donc, en fait, pour démystifier le tout, c'est quoi un trouble d'apprentissage? Ben, c'est un ensemble de dysfonctionnements qui vont affecter l'apprentissage chez les enfants
et qui vont faire preuve au niveau, en fait, des habiletés intellectuelles moyennes essentielles à la pensée, au raisonnement. Donc là, c'est un petit peu, c'est une définition là un peu précise, mais on va pouvoir élaborer là un petit peu plus à ce sujet-là. Donc, d'abord, si je peux ouvrir déjà la conversation. Donc, si vous êtes là, c'est probablement parce que justement, vous avez des questionnements ou vous vous posez des questions ou votre enfant a peut-être justement un certain diagnostic ou un trouble d'apprentissage, puis que vous voulez justement avoir des outils pour mieux le comprendre, puis mieux le soutenir. Alors, si jamais vous voulez ouvrir déjà là, quelqu'un le micro, puis nous partager peut-être un petit peu la raison pour laquelle vous avez choisi d'être là ce soir, d'être présent ou vous élaborer un petit peu peut-être sur votre enfant, juste pour qu'on ait une belle idée, puis ensuite on va pouvoir là, entrer dans les profondeurs du sujet. Alors, gênez-vous pas, vous pouvez ouvrir votre micro, puis la première personne. Ben oui, vas-y, Anna. Alors, pour nous, c'est vraiment parce que à la maison, on ne parle pas français. Alors, pour ma fille, français est sa troisième langue. Alors, elle attend Mhm. français, puis elle parle français seulement à l'école. Alors, elle parle, elle comprend, mais quand elle lit, elle comprend peut-être 60%. Puis il y a beaucoup de Mhm. mots qu'elle comprend pas, puis à cause de ça, elle comprend pas. Ça parle de quoi l'histoire? Alors ici, ben, je suis là juste pour avoir des petites tips pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Puis en passant, elle aime vraiment l'éducation, toutes les cours et tout. Ça l'engage vraiment. Elle est vraiment intéressée de voir, ah, c'est quoi l'histoire? Mais qu'est-ce que ça va passer? Vraiment magnifique. Ah, ben ça fait plaisir à recevoir. Merci, Anna. Merci. Donc, tout à fait, là, juste pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites. Oui, donc là, on voit que c'est une difficulté, mais qui est plus en lien justement avec la langue, donc un mélange de plusieurs langues ensemble. Donc oui, c'est sûr on peut voir ça souvent chez les enfants qui apprennent une nouvelle langue, puis même chez les adultes. Cali et moi, on parle toutes les deux espagnol, puis on a appris au fur et à mesure. Et petit à petit, des fois, on peut mélanger aussi plusieurs langues ensemble. Donc, c'est sûr qu'il y a des stratégies qu'on peut aller travailler avec ces enfants-là, justement, tout ce qui est les mots de la même famille, les préfixes, les suffixes, le contexte aussi, hein, d'un mot à l'intérieur d'une phrase. Donc, tout ça, ce sont justement des stratégies qu'on travaille avec les enfants. Euh, voilà. Quelqu'un d'autre aimerait se prononcer? Bonjour, mais moi, il y a trop de bruit derrière moi. Mais moi, pour moi, en fait, c'est la maman de Tidiane. Donc, Oui, bonjour. ouais, ce qui m'a poussé en fait de chercher ça jusqu'à ce que j'ai vu des vidéos de vous en fait sur Facebook, Philly. Donc, j'ai essayé d'appeler, j'ai parlé avec, c'est Kali? Oui, c'est avec moi. Oui, Oui. avec toi. Donc, moi, mon fils est en retard de langage. Mhm. Il a commencé vraiment à parler à partir de 4 ans. Donc, là, c'est difficile un petit peu, mais ça avance parce que moi, je l'ai inscrit. C'est la garderie même qui m'avait en fait, qui m'avait proposé de l'amener à l'école, qui m'avait conseillé de l'amener à l'école parce que c'était difficile. À l'école, il y avait plus de suivi qu'à la garderie. Il n'y avait rien là. Orthophoniste, on avait attendu sur la liste d'attente, je pense, plusieurs années. Je pense 2 ans presque. Donc, jusqu'à ces 4 ans, il ne parlait pas. Donc, c'est ça. Donc, je vis ça, ça m'inquiète beaucoup et tout, mais ça se débloque. Mhm. Doucement, là. C'est ce qu'ils m'ont dit, même à l'école, ils sont surpris, en fait. Je les ai dit que je l'ai inscrit, mais comme je t'avais dit, là, quand je lui montre les vidéos que vous envoyez et tout, mais il me dit tout le temps, moi, je sais ça, je connais ça, j'ai déjà vu ça. C'est comme, OK, mais tu peux encore revoir. Ça va plus t'apprendre, mais c'est ça. Mais C'était tout. merci du partage. C'est gentil. Puis oui, donc le trouble du langage, un autre trouble d'apprentissage aussi qu'on va pouvoir démystifier un petit peu plus loin.
Donc, merci d'avoir aussi mis le nom là-dessus. Merci à vous aussi. Moi, c'était plus pour le dyslexie et tout. Mhm, Euh, Ben, tu sais, là, on a commencé avec l'école, travailler avec un tout la bout, avec le téléphone après l'oreille et tout. Elle commence à aimer mieux ça, mais tu sais, c'est ça, c'est dur à lire. C'est quand on avait commencé avec les syllabes détachées avec de couleurs différentes, et quand on arrive dans un texte qui a juste du noir, c'est très difficile pour elle. Puis là, c'est ça, là, c'est notre but de vraiment s'améliorer dans la lecture et tout. C'est vraiment son gros point que j'ai commencé à m'inscrire à l'éducation et tout, puis c'est son trouble d'apprentissage. mhm. Elle est en quelle année, votre fille? En deuxième année. En deuxième année. Ouais. Bien. Merci, Merci Sarah. Sandra pour le partage. Hmm. Alors peut-être on va prendre une dernière personne, puis ensuite on va continuer, puis on va avoir la chance là, justement d'échanger là, tout au long de la rencontre. Mhm. Je peux y aller. En Oui. fait, c'est ça. Moi, c'est pour ma fille qui est en troisième année, Léane. Elle a un TDA, donc pas TDAH, mais TDA. Mais c'est ça, c'est que dans sa tête, toutes ses idées se bousculent et c'est très difficile de se mettre à la tâche. C'est beaucoup de procrastination, dans le fond, si elle n'a pas de plaisir à faire ce qu'elle fait et si elle n'aime pas faire ce qu'elle fait, elle va tout faire pour ne pas le faire. Mhm. Puis c'est ça, c'est que dans le fond, oui, on a une prescription pour de la médication, mais disons qu'on essaie de l'utiliser en dernier recours pour qu'elle puisse développer ses propres outils. Hmm. Alors voilà. Excellent. Merci du partage. Merci. Est-ce que c'est Christine, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. J'ai juste vu le nom de famille d'amour, mais Oui. je reconnaissais. Merci, Christine. Donc, je peux enchaîner. Donc, bon, on a parlé ici, on a vu la définition du trouble d'apprentissage. Puis avant d'aller un peu en profondeur dans démystifier quels sont les différents types de troubles d'apprentissage, pour vous parler un peu comment ça se passe dans le milieu scolaire, un peu la différence entre une difficulté d'apprentissage et un trouble d'apprentissage. Puis ça, c'est important parce que souvent, bon, vos enfants sont jeunes, ils commencent à l'école, on va commencer à parler de difficultés ou de troubles. Puis c'est quoi la différence? Et en fait, il y a une réelle différence. Une difficulté d'apprentissage, ça s'entend comme étant un état passager. Donc, qui peut être en lien avec soit une adaptation, ça peut être un changement d'école, ça peut être l'apprentissage d'une langue, ça peut être une perturbation au niveau socio-émotionnel, ça peut être plein de facteurs, ça peut être des facteurs de santé, puis qui vont venir vraiment diminuer le rendement scolaire. Donc, on va observer des difficultés d'apprentissage. Par contre, il y a des stratégies qui sont mises en place et qu'il y a du travail qui est fait de façon plus ponctuelle, normalement, ces difficultés se résorbent dans le temps. Et puis, lorsqu'on va parler de troubles, normalement, bon, c'est sûr que des fois, avec les tout petits, on le diagnostique quand même, mais normalement, c'est vraiment quand on observe un retard significatif de 1 ou 2 ans par rapport au reste des élèves. Donc, par exemple, si on pense à un élève qui serait en cinquième année, puis qui a encore de la difficulté en lecture, puis qui est plus niveau troisième année, ben à ce moment-là, oui, on va plutôt aller vers le trouble parce qu'on voit que c'est quelque chose, c'est une constante qui va progresser dans le temps, puis on doit nécessairement mettre en place des outils pour les aider, pour les niveler vers le haut, puis pour pouvoir surtout les aider à compenser pour ces troubles-là. Donc, pourquoi est-ce que je nomme cette différence? C'est soyons prudents. D'abord, même nous, en tant qu'enseignants, en tant que parents, de rapidement plonger et dire l'enfant a un trouble d'apprentissage ou l'enfant a un TDAH ou tel diagnostic, parce que ça se peut que ce soit simplement des fois des difficultés passagères et plus souvent qu'autrement, c'est des mélanges de plusieurs facteurs et non pas seulement une raison, un trouble, une étiquette, mais c'est vraiment plutôt un ensemble de différents aspects qui vont amener une situation quelconque. Donc, autant des fois des facteurs personnels, des facteurs sociaux, des facteurs biologiques, des facteurs familiaux. Il y a tellement de variables qui rentrent en ligne de compte, donc c'est important lorsqu'on évalue un enfant, donc d'abord, bon, les enseignants, les parents, de tenir compte de toutes les variables et tous les facteurs pour venir éliminer
y aller par élimination, dans le fond, pour que ce soit le plus exact possible, puis de ne pas non plus enfermer l'enfant sous cette étiquette ou dans ce cadre, parce qu'il peut évoluer malgré, par exemple, qu'on lui aurait diagnostiqué un trouble de la lecture, donc la dyslexie, par exemple. Donc, ça ne veut pas dire qu'il aura de la difficulté à lire toute sa vie, ça veut juste dire qu'il aura besoin d'un soutien pour qu'on lui enseigne des stratégies pour apprendre autrement et ça va pas nécessairement l'envelopper à l'intérieur de ça toute sa vie. Puis c'est intéressant, justement, moi je travaille au Cégep en ce moment avec des étudiants donc qui ont 18-20 ans et qui sont dyslexiques, qui sont dysorthographiques, qui ont leur diagnostic depuis le primaire, qui ont utilisé des outils technologiques depuis plusieurs années, puis on voit vraiment le progrès, puis la plupart d'entre eux n'ont même plus besoin de soutien en orthopédagogie. Ça se passe super bien. Donc, quand c'est pris en charge assez tôt dans le parcours scolaire et que ce sont les bons outils qui sont mis en place et que c'est le bon diagnostic ou la bonne direction qui a été prise, il y a vraiment des résultats significatifs. Donc, pour vous rassurer aussi que c'est pas une limitation qui va suivre votre enfant toute sa vie. Au contraire, c'est souvent juste différentes façons d'apprendre. Puis malheureusement, des fois, le système éducatif n'est pas façonné pour chaque profil. Mhm. Oups, Merci, pardon, Kelly. j'ai perdu ma page. Donc, l'expression trouble d'apprentissage fait référence à un certain nombre de dysfonctionnements, quand on disait. Puis, ça peut autant affecter l'acquisition, donc l'acquisition des connaissances, l'organisation, donc la capacité à gérer aussi les tâches, la rétention, donc on parle de la mémoire, la compréhension et le traitement de l'information. Donc, ça se peut que ce soit à différents niveaux. Donc, lorsqu'on parle des 10, vous avez souvent entendu parler, bon, les différents 10, donc dyslexie, dysgraphie, dyscalculie, dysphasie. Donc, en fait, c'est le trouble spécifique d'un concept en particulier. Donc, on a d'abord le trouble spécifique de la lecture qui va être la dyslexie, le trouble spécifique de l'écriture qui va être la dysgraphie, le trouble spécifique de la numération qui sera la dyscalculie et la dysphasie qui est le trouble spécifique du langage. Donc, en fait, c'est juste le nom qu'on leur a donné pour l'attribuer au trouble. Donc, c'est là-dessus aussi qu'il faut faire attention lorsqu'on se positionne. Un élève qui a des difficultés en lecture n'est pas nécessairement dyslexique. Un élève qui a de la difficulté en écriture n'est pas nécessairement dysorthographique. Surtout s'il y a la barrière de la langue. Donc, c'est pour ça que normalement, les élèves, lorsqu'on les fait évaluer, les évaluations, d'abord, c'est fait par des orthophonistes la plupart du temps, ou des orthopédagogues ou des médecins, mais normalement, c'est les orthophonistes qui diagnostiquent ces types de troubles, vont toujours faire l'évaluation souvent dans la langue maternelle de l'enfant. Pourquoi? Parce que si l'élève a réellement un trouble spécifique de la lecture, ce sera présent, par exemple, si la langue maternelle est l'anglais, et puis qu'il va à l'école en français, ce sera autant présent en anglais qu'en français. Et si on voit, par exemple, qu'en anglais, ça va super bien, mais qu'en français, il y a beaucoup de difficultés, c'est pas une dyslexie, c'est un trouble lié à l'apprentissage de la langue. Donc, ça permet d'orienter les interventions. Puis, pourquoi, au final, on voudrait donner un nom à ces troubles? C'est d'ailleurs, juste pour qu'est-ce que je viens de dire, c'est afin d'orienter les interventions. Puis c'est vraiment ça qu'il faut se souvenir. De mettre un nom sur un trouble, tout ce que ça nous donne, c'est plus d'informations, plus de connaissances et plus de confiance sur comment agir avec l'enfant, quoi mettre en place et le plus rapidement. Donc, si on y va donc plus spécifique, la dyslexie, on disait c'était le trouble spécifique de la lecture. Donc, c'est vraiment précisément les élèves, souvent, ils vont inverser les lettres. Il y a aussi des problèmes au niveau de la fluidité en lecture. Il y a également des problèmes au niveau de la compréhension de lecture. Et donc, ça affecte nécessairement aussi la rétention et l'organisation aussi des compétences dans un texte. Et la dysgraphie, tant qu'à elle, c'est plutôt le trouble spécifique de l'écriture. Donc, à ce moment-là, c'est des enfants qui ont de la difficulté à former les lettres au niveau de la graphie. Puis ça, c'est un trouble qui se diagnostique souvent un peu plus tard parce que les enfants, lorsqu'ils commencent à apprendre à écrire en maternelle, première, deuxième année, c'est sûr que c'est plus difficile. Il faut d'abord qu'ils travaillent leur motricité fine. Les élèves aiment de moins en moins écrire, malheureusement, et écrivent de moins en moins. Donc, c'est de plus en plus difficile. Donc, ça devient difficile également de poser un diagnostic de dysgraphie. Est-ce que vraiment l'enfant a un problème au niveau de la motricité ou pas?
Ensuite, la dyscalculie. Donc ça, c'est la capacité à comprendre et utiliser les concepts mathématiques. Donc ça, c'est vraiment au niveau des calculs, de la numération. À ne pas confondre des fois des élèves qui ont des difficultés, par exemple, en résolution de problèmes. Bon, et là, on parle déjà de difficultés, mais si on y va vraiment dans le trouble, un élève qui va avoir une dyslexie, ben, à ce moment-là, souvent, l'élève qui a une dyslexie va avoir de la difficulté dans la résolution de problèmes parce que malheureusement, sa limitation viendra affecter le fait de pouvoir lire des problèmes mathématiques et d'y répondre. Il y en a un qui n'est pas écrit ici, mais c'est aussi la dysorthographie. Donc, la différence entre la dysorthographie et la dyscalculie. Donc, dysorthographie, c'est vraiment la capacité à écrire et à pouvoir effectuer une rétention des règles grammaticales, des règles d'orthographe, des régularités orthographiques. Donc, ça aussi, il faut faire attention parce que avant qu'un élève puisse être diagnostiqué dysorthographique, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de choses qui soient mises en place pour favoriser la rétention de ces règles de grammaire et d'orthographe. Mais un élève qui aurait eu beaucoup de soutien en orthopédagogie, par exemple, et qui aurait travaillé pendant longtemps et qui n'arrive pas à retenir ces règles, à voir ses fautes et à pouvoir les repérer lui-même, ben à ce moment-là, il y a un diagnostic de dysorthographie qui peut être posé. Et la dysphasie, qui est aussi appelée le trouble du langage, donc ça affecte la capacité de l'enfant à comprendre le langage et ou à l'exprimer. Donc ça peut aussi être d'un côté comme de l'autre. Donc des fois même la dysphasie peut être confondue avec la dyslexie parce que la dyslexie qui est un trouble spécifique de la lecture, compréhension de lecture, mais dysphasie, ça peut être aussi la compréhension du message oral. Donc, des fois, ça peut être confondu. L'élève pourrait lire un texte et avoir de la difficulté à le comprendre, mais ce n'est pas nécessairement relié à la compréhension de lecture, mais c'est plus au niveau du langage. Donc, est-ce que vous avez des questions spécifiques sur ces troubles avant qu'on puisse passer à une prochaine diapositive? Donc, c'est sûr, ça fait beaucoup d'informations. Des fois, les mots se ressemblent. Ce qui est important de se souvenir, c'est vraiment la différence entre une difficulté et le trouble. C'est que le trouble, on a mis un nom sur une difficulté qui est persistante et une différente façon d'apprendre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des outils à mettre en place pour pallier à ces difficultés et permettre aux élèves de pouvoir progresser de façon normale. Sentez-vous à l'aise d'ouvrir votre micro si vous voulez. Il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter ou partager. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Sarah, est-ce que tu veux continuer avec différents troubles neurodéveloppementaux? Ah, ton micro est fermé. Ah, voilà. Tout à fait. Alors, pour les autres troubles neurodéveloppementaux, donc, on parle souvent du déficit, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, des difficultés justement au niveau de l'attention, ça peut être au niveau de l'impulsivité, de l'hyperactivité aussi. On a aussi le trouble du spectre de l'autisme. Donc, en classe régulière aussi, on a de ces élèves-là, en fait, ces enfants-là qui sont aussi intégrés dans les classes. Donc, c'est souvent au niveau des difficultés, au niveau social, au niveau comportemental, comprendre la gestuelle des gens, communiquer. Donc, c'est souvent ces signes-là qu'on va retrouver justement chez ces enfants. Et on peut aussi avoir la déficience intellectuelle. Donc, c'est un fonctionnement au niveau intellectuel intérieur, inférieur en fait à la moyenne. Donc, on peut, parfait. Alors, bon, comment d'abord on peut collaborer ensemble pour vraiment soutenir les enfants? Donc, on a énormément de spécialistes qui peuvent justement venir en aide à vos enfants. Donc, on est consciente quand même que dans le milieu scolaire, ces spécialistes-là, dépendant aussi des écoles, ils sont présents ou non. Donc, dépendant des écoles, on va avoir un orthophoniste ou non, du soutien linguistique. On peut avoir de l'ergothérapie, de l'orthopédagogie. Et ça, c'est vraiment, c'est un peu aléatoire en fait. Ça dépend des écoles, que parfois les familles peuvent se retrouver dans des superbes écoles où tous ces services-là sont disponibles.
et ce n'est pas pour la majorité des gens. Donc souvent, les parents vont aller chercher une aide privée parce que on veut un peu une réponse à nos questions, on est inquiet. Puis à ce moment-là, on peut pas avoir nécessairement les services rapidement à l'école. Donc, sachez que les enseignants, vous pouvez en parler avec les enseignants, puis c'est important de créer ce lien-là de connexion. On est là pour vous, on est là pour vous aider. Donc, l'enseignant de votre enfant, c'est la personne qui connaît, autre que vous, qui connaît aussi beaucoup votre enfant. Elle est avec, il ou elle est avec à tous les jours. Donc, sachez que vous pouvez lui poser des questions, vous pouvez lui faire part aussi de vos inquiétudes ou des observations que vous faites et d'échanger, puis vraiment de créer ce lien-là ensemble pour soutenir le mieux votre enfant. Ensuite, on a les techniciens en éducation spécialisée qu'on appelle souvent dans les écoles les TES. Donc, souvent, ils vont travailler justement avec les enfants au niveau de la routine. Donc, un enfant, par exemple, qui a un peu de difficulté à s'organiser en classe. Donc, à ce moment-là, on va lui offrir des stratégies. Un enfant qui a de la difficulté, disons, peut-être à respecter les règles. Donc, on va lui offrir du soutien. Comment est-ce qu'on peut faire ça? De quelle façon? Donc, c'est vraiment des éducateurs qui sont dans les écoles pour aider. On a les psychoéducateurs, les orthopédagogues, donc qui vont vraiment suivre les enfants qui ont des besoins spécifiques. Donc, à ce moment-là, en orthopédagogie, souvent, ce qui est travaillé, ce sont les stratégies de lecture. Donc, la compréhension de lecture et les enfants vont être sortis en sous-groupe. C'est très rare, là, un orthopédagogue un à un, à moins que ce soit là, du privé. Mais souvent, ça va être des élèves qui vont être sortis une à deux fois semaine, un bloc de 30 minutes à 60 minutes. Et à ce moment-là, l'orthopédagogue va vraiment aller travailler précisément une stratégie spécifique à la lecture ou à l'écriture. Donc, ça pourrait être, par exemple, OK, on va aller travailler la stratégie pour vraiment comprendre c'est quoi une inférence, comment lire entre les lignes. On a les ergothérapeutes aussi qui vont pouvoir aider les enfants souvent avec la motricité fine. On a les orthophonistes au niveau justement du langage, la prononciation. Les médecins de famille aussi qui peuvent être là pour vous. Neuropsychologues, personnel de service de garde qui travaillent aussi avec vos enfants, donc avant l'école, sur l'heure du dîner et après l'école. Les directions et les réseaux familial et social. Donc, justement, là, des réseaux ailleurs comme nous, qu'on fait des webinaires. Donc, ça aussi, ça peut être de se mettre à jour dans les communautés. Il y a énormément de communautés aussi sur les réseaux Facebook. Donc, sachez que le plus qu'on va chercher notre communauté, le moins qu'on se sent seul, puis le plus d'outils aussi qu'on peut aller récolter. Alors, de se souvenir aussi de se faire confiance hein, en tant que parent, puis de pas avoir peur de questionner, d'en parler, de communiquer, de vos soucis, des interrogations, puis aussi des bons coups. Parce je veux dire, en allant chercher cette aide-là, on voit aussi l'évolution de l'enfant. Donc, il faut célébrer aussi toutes les belles réussites. Puis sachez que vous n'êtes pas seul là-dedans. Puis le plus qu'on en parle, le plus qu'on démystifie ça, le plus qu'on se sent soutenu et accompagné. Tout à fait. Donc, je vais rebondir sur ce que tu dis, Sarah. Donc, comment soutenir à la maison et à l'école? Bon, c'est sûr que si votre enfant a un diagnostic, l'école est dans l'obligation de lui faire un plan d'intervention. Puis, qu'est-ce que ça fait, le plan d'intervention? C'est que ça met sur papier les différentes mesures qui vont être mises en place pour soutenir votre enfant. Le plan d'intervention, c'est un plan qui est officiel, qui est fait par l'enseignant avec les directions d'école, puis les différents spécialistes. Donc, des fois, il y a des orthopédagogues, des orthophonistes. Et donc, elle est là aussi la grande différence entre la difficulté et le trouble. Si c'est un trouble, l'école est dans l'obligation de faire le plan d'intervention. Lorsque c'est les difficultés, il peut y avoir des fois des plans d'intervention qui sont quand même faits, mais sinon, les choses qui sont mises en place ne sont pas nécessairement toujours documentées. Donc, c'est vraiment propre à l'école. Puis après, il y a différentes mesures qui vont être mises en place. Donc, nous, on vous encourage, si votre enfant a un plan d'intervention ou s'il y a des mesures qui sont mises en place, donc de vraiment avoir une communication constante avec l'enseignante et savoir comment ça se passe pour que vous aussi à la maison, vous puissiez prendre en charge des fois une partie des interventions. Je vous donne un exemple. Des fois, il y a des parents qui nous disent, bon, à l'école, mon enfant, elle a le droit à tous les outils technologiques, elle a le droit
à WordQ, Lexibar, la synthèse vocale, mais moi, en fait, j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. Donc, ça se peut des fois qu'on vous a pas éduqué là-dessus parce que, bon, l'enseignant a juste dit, bon, ben nous, en classe, on va fonctionner comme ça. Mais la meilleure façon aussi de soutenir l'enfant, c'est de pouvoir intégrer ces outils-là aussi dans sa routine quotidienne parce que si à l'école, elle a droit, par exemple, à une synthèse vocale qui est en fait comme une voix qui lit son texte, mais ça veut dire qu'on peut peut-être travailler de cette façon-là aussi à la maison. Donc, de vraiment prévoir un arrimage entre les pratiques qui sont faites autant à l'école qu'à la maison. Donc, nous, avec l'éducation, on vous guide aussi beaucoup là-dedans, puis on vous aide aussi à pouvoir démystifier les différentes mesures qui sont mises en place, puis trouver des façons que ce soit mis de manière adéquate à la maison parce qu'on croit vraiment que la réussite d'un enfant, ça passe autant par la maison et l'école et par l'arrimage des services qui sont mis en place. Donc, sur des petites notes positives, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien évidemment, on peut célébrer les réussites pour surmonter les difficultés, puis que vraiment l'élève ne sente pas qu'il est pénalisé ou qu'il est moins bon que les autres parce qu'il a des difficultés ou des troubles d'apprentissage. Donc, de vraiment le soutenir dans son développement à tous les niveaux. Lui laisser le droit à l'erreur, lui montrer comment faire, donc de modéliser, montrer comment est-ce qu'on peut faire pour réussir et surtout l'encourager dans ses intérêts. Donc, tout d'abord, le premier facteur de réussite chez un enfant, c'est sa confiance en soi. Donc, comment est-ce que l'élève va développer sa confiance en soi? C'est en exerçant des choses qu'il aime et en sentant qu'il est compétent. Donc, ça peut aller à plein de niveaux. Donc, de vraiment trouver des activités qui plaisent à l'enfant. Donc, soit le sport, des activités parascolaires, des activités artistiques. Ça peut être des compétences scolaires aussi. Il y a des élèves, par exemple, qui n'ont pas de difficulté d'apprentissage et au contraire se définissent beaucoup comme étant très scolaires. Moi, je suis bon en mathématiques ou moi, je suis bon en français. Ben, c'est une façon de renforcer leur confiance en soi. Mais après, les autres élèves vont se comparer, ils vont dire, ah ben moi, je suis pas bon en mathématiques, puis ils vont perdre de leur confiance en soi, puis de leur montrer que tous les autres intérêts qu'ils peuvent avoir sont tout aussi pertinents et qui méritent d'être valorisés. Parce qu'une fois que l'élève a gagné confiance en lui, peu importe la porte d'entrée, c'est un outil qu'il a en lui qui va lui permettre de réussir puis de surmonter ses difficultés. Et donc, dans cette découverte et dans cette quête de la confiance en soi, c'est important de guider l'enfant et ne pas le faire à sa place. Parce que si on le fait à sa place, c'est comme de montrer à l'enfant qu'il n'est pas capable de le faire. Tandis que si on le guide et qu'on lui montre comment faire, l'élève prend confiance en lui, puis sent qu'il est capable de le faire, de performer. Puis ce sont des outils qui restent. Même chose par rapport, on parle beaucoup de la gestion des émotions, la gestion de l'anxiété. Donc, tout ça, lorsque l'élève bâtit ses ressources internes, est capable de les utiliser après dans d'autres contextes pour persévérer, pour garder sa motivation, pour continuer à apprendre. Donc, c'est important de travailler la base. Donc, être un petit être humain avant d'apprendre des choses à l'école. Et avec toutes ces qualités qu'on travaille, c'est ce qui nous donnera le courage et la force de pouvoir persévérer. Parce que ce n'est pas tout d'apprendre les choses à l'école et souvent les enfants ont l'impression que leur rôle d'élève, c'est seulement d'apprendre et de réussir à l'école, mais leur rôle va bien au-delà de ça. D'abord, on doit, comment dire, on doit élever cet enfant pour qu'il se développe en tant que personne, puis à travers tout ça, il va faire ses apprentissages. Donc ensuite, par rapport aux Mhm. troubles spécifiques, donc on rentrera pas nécessairement dans les détails dans ce webinaire des outils qui sont à votre disposition. Ce sera aussi l'objet là, d'un autre webinaire. Mais si jamais vous avez des questions plus spécifiques, par exemple par rapport à certains troubles ou des stratégies à mettre en place, ou si jamais vous avez entendu parfois des outils ou des choses qui sont faites à l'école, puis vous avez des questionnements, n'hésitez vraiment pas à nous en faire part maintenant. Là, on peut y répondre. Ça va nous faire plaisir de vous guider là-dessus. L'idée, c'est que vous puissiez vraiment ressortir de ce webinaire plus outillé, puis surtout d'avoir une belle vue d'ensemble de, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir l'enfant, mais surtout, quelle est la différence entre les différents troubles, puis est-ce que vraiment mon enfant a un trouble? Et si oui, de quelle façon est-ce qu'on l'appuie? Quelle est la démarche aussi à suivre? De quelle façon il est évalué? Est-ce qu'à l'école, il est bien pris en charge ou pas? Donc, on est là aussi pour pouvoir répondre à vos doutes par rapport à ça. J'avais une petite question. Je sais que moi, ma fille était
Il avait parlé, tu commencé, il y a un professeur qui lit les résolutions de problèmes et des petits textes. Puis là, il parlait l'année prochaine qu'il voulait la rentrer avec l'ordinateur, parler avec l'ordinateur puis tout. Puis j'ai comme peur aussi que ça s'aille un peu grâce, tu sais, à la paresse un peu, comme qu'on peut dire, là. Hum, Tu sais, j'ai peur que ça arrive qu'elle se fie trop à l'ordinateur ou elle se fie trop à des choses que ah ben le professeur va me le lire à la place que je lise. mhm, C'est ça qui m'interroge un peu, que j'ai de la difficulté à pas à trouver, mais tu sais, la pousser un peu à lire le plus possible, mais avec le trouble, je sais pas c'est où que je peux me situer le plus possible. C'est pour ça que je faisais hum. trouver des trucs le plus Ben, possible. très bonne question. Et votre enfant est en quelle année? Deuxième année. Ah, c'est vrai, deuxième année. Oui, c'est encore jeune. Ouais. Puis, elle a été diagnostiquée? Ben, je sais que les professeurs, ils en parlent, puis je sais que là, elle prend des médications pour le TDAH. Mhm, Puis j'ai vu la différence dans ses notes, là, tu sais, ça a vraiment aidé à la concentration et tout. Les notes a vraiment amélioré. Tu sais, sa première année, elle a passé juste, puis presque mhm. le coulé. Puis là, cette année, deuxième année, tu le vois que les notes, ils montent de plus en plus, hein, mais c'est ça, c'est le trouble d'apprentissage, la lecture, que c'est très compliqué. Puis là, ben, ils veulent rentrer ça, mais elle disait qu'il était trop jeune cette année. Ouais. L'année prochaine, ils voulaient Mhm. la faire lire avec un ordinateur, mais c'est ça, là, c'est mon hic, j'ai peur qu'elle soit trop paresseuse plus tard. Puis, tu sais, juste à y enlever les couleurs des lettres, ben, tu sais, j'ai vu que ça y affectait aujourd'hui avec les nouveaux livres à lire, des devoirs et tout. Ouais, c'est sûr. Écoutez, je pense, bon, c'est mon avis personnel aussi, comme professionnel de l'éducation, mais ça reste que c'est quand même mon humble avis par rapport à ça. Ce qu'on conseille souvent, puis moi, ce que j'ai vu et ce qu'on a mis en place en classe, c'est des modes hybrides, surtout quand ils sont jeunes comme ça. Donc, elle rentre en troisième année. Donc, de pas non plus tout mettre tout de suite sur l'ordinateur et la synthèse vocale, mais d'y aller par section. Parce que, bon, normalement, si on fait ça avec les jeunes enfants, c'est probablement, vu qu'elle a aussi le TDA, c'est que la capacité d'attention est vraiment très faible. Donc, on veut s'assurer que elle puisse être capable de lire un texte en entier parce que pour elle, c'est deux fois plus d'effort lire probablement les 4 lignes que pour un autre enfant. Donc, comme elle va se fatiguer plus rapidement, eh bien, c'est pour ça qu'à ce moment-là, bon, on va lui proposer la synthèse vocale pour qu'elle puisse être capable de le lire au complet parce que sinon, elle ne se rendra pas jusqu'au bout. Non pas parce qu'elle ne sera pas capable de le lire, mais parce qu'elle va s'être fatiguée mentalement. Et si elle est fatiguée mentalement, c'est sûr, ça affecte la rétention, la compréhension, puis ça va venir l'affecter. Mais donc, ce qu'on propose souvent, c'est un mode hybride, donc de ne pas non plus faire tout lire par la synthèse vocale lorsque ce sont des consignes qui sont très courtes ou des petites phrases, de toujours le lire par elle-même, de le lire plusieurs fois. Puis bon, des fois, il y a des moments aussi qui sont mis en place dans la classe. Par exemple, on sait que l'après-midi, peut-être que là, bon, les médicaments font moins effet, elle est plus fatiguée, elle est beaucoup plus lue. Ben, à ce moment-là, on utilise l'aide technologique, mais peut-être que le matin, dans la première heure, on essaye de pas l'utiliser. Donc après, c'est sûr que c'est à la discrétion de l'enseignant. Vous n'êtes pas en classe non plus, mais vous pouvez Non. aussi apporter des recommandations, puis voir vous à la maison de quelle façon ça se passe aussi dans des périodes de lecture. Donc souvent, ce qu'on peut observer chez ce type d'enfants, c'est qu'ils vont se fatiguer rapidement dans la lecture. Donc pour OK. éviter qu'ils se fatiguent rapidement dans la lecture, c'est pour ça qu'on le propose. Puis donc, peut-être d'aller mesurer à quel moment est-ce qu'elle se fatigue. Est-ce que c'est après 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, un paragraphe, une page, 2 pages? Puis à ce moment-là, vous, ça vous permet de mettre en place la synthèse vocale seulement à partir d'un certain nombre de temps. Puis il y a une élève d'ailleurs aussi chez l'éducation là, qui a un profil qui ressemble à ça, avec qui on travaille en tutorat privé. Puis c'est d'ailleurs ce qu'on avait mis en place avec elle. Donc, on s'était rendu compte, bon, que oui, elle se fatiguait beaucoup après avoir lu. Donc, comme elle se fatiguait beaucoup, il n'y avait pas de rétention de l'information. C'était difficile au niveau de la compréhension de lecture. Elle oubliait ce qu'elle écrivait, puis ça la démotivait. Donc, on a comme réalisé qu'après 3 lignes, bon, c'est à ce moment-là que ça commençait à se fatiguer. Donc, à partir de là, on peut lui proposer la synthèse vocale, où elle va lire le début, puis après, on va le réécouter. Donc, il y a vraiment comme des essais-erreurs à mettre en place pour lui permettre, elle, d'acquérir de l'autonomie, parce que sinon, ils peuvent pas dépendre non plus d'un outil à tout prix. L'idée, c'est que l'outil soit un outil.
et non pas un Mhm. remplacement. Donc, c'est un travail en constante évolution, puis qui, justement, comme elle est encore dans son début d'apprentissage de la lecture, vous allez le voir évoluer également avec le temps. Puis elle-même, elle va prendre confiance en elle. Puis même si des fois on doute qu'il y a une certaine paresse qui va s'instaurer, si on travaille avec le fait qu'en même temps qu'elle a l'outil qui l'aide, on développe ses compétences en lecture, elle va vouloir elle-même développer aussi ses compétences en lecture. Puis, si je peux ajouter un petit quelque chose, bonjour. Sandra, si tu lis aussi les livres avec elle, donc ça peut être Mhm. super encourageant pour l'enfant. Donc, de lire chacune une page. Puis toi, en fait, tu deviens vraiment le modèle. Donc, le modèle durant la lecture. Donc, de lire, en fait, à haute voix. Puis, de mettre ton doigt, par exemple, un peu comme le pointeur, Ouais. d'arrêter au signe de ponctuation, de s'arrêter, puis de réfléchir à haute voix. Ah, regarde ce mot-là, je le comprends pas. Mais est-ce que je comprends un petit mot dans le grand mot? Ah oui, d'accord. Là, je sais, elle est juste en deuxième année, mais quand même, le fait de faire ça, de modéliser comme ça, en choisissant aussi des livres à sa pointure. Donc, on veut pas aller avec des livres qui sont trop difficiles, ni avec des livres qui sont trop faciles. On veut vraiment aller avec un livre qui est adapté à son niveau. Donc, ça, c'est OK. aussi des stratégies pour vraiment motiver l'enfant au niveau de la lecture, puis qu'elle ne voit pas ça comme une grosse montagne. Donc, on veut vraiment dédramatiser, on veut aider, soutenir l'enfant, puis on veut pas que l'enfant soit démotivé face à l'école. Donc, justement, en lui en demandant parfois un petit peu moins, par exemple, dans la lecture, on l'aide, on fait pas la place, mais on aide, on soutient, on guide l'enfant. Ben, à ce moment-là, il a l'impression vraiment, ah, ben, je fais le travail avec maman ou avec papa ou avec mon enseignant. Je me sens soutenue et éventuellement, l'enfant va être en mesure de grandir, de voler de ses propres ailes, puis éventuellement, au fur et à mesure que l'enfant va évoluer dans ses apprentissages, ben, on va voir justement une plus belle organisation, une plus grande autonomie, une meilleure confiance en soi. Donc, si on encadre l'enfant dans son cheminement scolaire, donc c'est sûr qu'au niveau personnel, l'enfant grandit et éventuellement, il va être en mesure là, de voler de ses propres ailes. Parfait, merci Merci, pour les trucs. Sandra, du partage. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait partager quelque chose ou avait des questions? Pas d'autres Parfait, questions? peut-être. Non, c'est ça. Ou peut-être un Oui, partage ou bonjour. quelque chose. Oui, Oui, Rania. allez-y. Ah, parce que moi, je viens d'intégrer, je pense que j'ai raté beaucoup de choses. Je viens de rentrer. Et vous inquiétez pas, de Oui, toute ben écoute, façon, notre webinaire a été enregistré, donc on va pouvoir vous l'envoyer, puis vous aurez donc toutes les informations. Ah, Ok, c'est merci. super ça. Merci beaucoup. Donc, vous avez donc, ici certaines sources qu'on a utilisées pour le webinaire. Donc, comme on vous a dit, ces documents seront partagés, puis l'enregistrement également. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, à aller lire si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus. puis pour finaliser, sachez que vous n'êtes pas seul, on est là pour vous et pour vos enfants, donc pour vraiment vous accompagner. Donc, on est consciente là qu'en en tant que parent, des fois dans le milieu de l'éducation, on est comme pas au courant de qu'est-ce qui se passe ou on aimerait avoir un peu plus d'informations au sujet de notre enfant. Donc, sachez qu'on vous encourage vraiment à vraiment collaborer avec l'école, à poser des questions, à faire part un petit peu de comment vous vous sentez, puis pour vraiment aller chercher cet accompagnement-là. Et il y a beaucoup de ressources là, qui sont disponibles justement pour vous. Donc, voilà, donc on va vous envoyer ce document-là. N'hésitez pas à nous écrire. Donc, vous avez nos coordonnées. Vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. On partage énormément.
donc de conseils. On va être aussi au Salon de l'apprentissage, donc au Palais des Congrès le 12 et 13 avril. Donc, si vous avez, c'est gratuit, hein? Donc, c'est gratuit pour les enfants, pour les adultes. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Puis, il y a énormément de ressources pour les enfants, hein, des jeux, autant en éducation, autant pour la maternité. Donc voilà, venez nous faire un petit coucou si vous êtes présents. Puis, on Ça vous va se souhaite passer où? Excusez-moi. le, le salon de l'apprentissage, c'est au Palais des Congrès à Montréal. C'est le 12 et le 13 Oh, avril, la fin de ok. semaine, le samedi et le dimanche. Ah, mais excuse-moi, Ok. mais parce Parce que que moi, moi, j'ai je rentré, suis il à y a une partie. Trois-Rivières. Ok. Ok. Je vais voir, non. Ok. Pour lever la main. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait partager un petit quelque chose avant qu'on se laisse ou un commentaire ou peut-être quelque chose que vous avez appris ce soir, que vous avez apprécié, donc sentez-vous à l'aise. Mais j'ai appris qu'il va y avoir un salon d'apprentissage. Ah! J'avais Oui, aucune idée, oui. Mais on va venir vous voir, probablement le 13. ce serait Ah, génial. On aimerait beaucoup vous rencontrer parce que, bon, on travaille beaucoup avec les familles seulement en ligne. Donc, Oui, quand il y a des instances comme ça pour se voir, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir connecter. super, super, merci. puis on va avoir des beaux cadeaux aussi pour les jeunes. Donc, oui, n'hésitez pas là, à venir nous dire un petit coucou puis à échanger. Ça va vraiment nous faire plaisir. Une question, ça va être ce mois-ci, là? Oui, c'est le 12 et 13 avril. Donc, Ok. pas Vous cette allez fin de nous semaine, envoyer mais un courriel et tout, l'information oui, ou non? Oui, on enverra un courriel. oui, on va envoyer un courriel. Ok. Parfait, merci. Ah, j'ai juste une question à propos du salon d'apprentissage. Oui. Parce que moi, j'ai déjà vérifié, je l'ai noté, mais normalement, il y a une partie qui est payante. C'est quoi la partie qui est payante? C'est comme des activités ou quelque chose comme ça, ils m'ont demandé de les payer. Euh, Écoutez, je sais que l'entrée, normalement, le salon de l'apprentissage, normalement, l'entrée est gratuite. C'est de 10 heures à 17 heures, donc l'accès est gratuit. On va pouvoir vous envoyer le lien, mais c'est sûr que bon, il y a des achats qui peuvent être payants. Il y a le grand hall d'exposition, en fait, qui est gratuit. Ça vous permet, dans le fond, l'exposition gratuite pour tous les visiteurs qui sont inscrits. Si vous inscrivez à l'avance, et il y a près de 175 kiosques qui vont proposer du matériel, des produits, des outils, des animations, des services éducatifs. Et ensuite, il y a le passeport VIP pour les passionnés d'éducation. Donc, ça donne accès au hall d'entrée, mais aussi à des conférences en salle privée, donc par des experts de l'éducation. Donc, à ce moment-là, ça, c'est 35 pour un Oui, jour, puis c'est c'est ça. 60 pour 2 jours. Oui, Oui, C'est ben, ça. je vous regardez, dirais, là, on vous mettra le ça lien. dépend ce que vous voulez. Ici, vous voyez, vous pouvez faire inscrivez-vous ici. Et là, c'est ça, le grand hall d'exposition, c'est gratuit. Donc, nous, on est dans cette section. Donc, vous Oui. allez pouvoir venir nous voir. Puis, si jamais vous voulez avoir accès aux conférences et des ateliers, c'est à ce moment-là qu'il faut payer. Mais sinon, seulement le grand hall avec tous les exposants est gratuit. Puis on va vous envoyer le lien si vous voulez vous inscrire, donc Oui. puis venir faire un tour là, ça vaut vraiment le coup avec les enfants parce que il y a plein d'ateliers pour eux, plein de jeux, donc ça va être super amusant et agréable. Oui, s'il vous plaît, pouvez nous envoyer le lien, comme ça on va s'inscrire. Oui, on vous Ah, enverra le lien par courriel. merci beaucoup. Merci, Lisanne. Alors, merci à tout le monde d'avoir été présent. Puis sachez que vous allez toujours recevoir des invitations concernant les webinaires qu'on fait mensuellement. Donc, on change de sujet toujours. On aborde vraiment des thématiques qui sont différentes, des thématiques qui sont nécessaires à aborder. Donc, c'est vraiment souvent des retours qu'on a des parents. Est-ce qu'on pourrait parler de ce sujet-là? Donc, si vous avez justement des idées de sujets que vous aimeriez qu'on élabore, qu'on discute, donc sachez que c'est très ouvert.
Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci à vous tous pour votre Merci à tout le participation. monde. Merci, au revoir. Bonne soirée et bonne semaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye. Bye. Merci et bonne soirée. Merci. Merci. J'attendrai après le truc pour m'inscrire. On va voir si on pourrait y aller. Super, ça serait génial. Je pourrais amener aussi le plus petit, Oui, honnêtement. bien sûr. Ok, parfait. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir, bonne Bonne soirée. soirée. Merci.